Imaginez naître noir dans un monde qui vous apprend à admirer tout ce qui n'est pas vous. Imaginez grandir en parlant une langue qui vous éloigne de votre propre peuple, en apprenant une histoire où vos ancêtres n'existent presque pas, en regardant des films où les héros ne vous ressemblent jamais. Et imaginez maintenant qu'un homme décide enfin de dire la vérité. Cet homme s'appelait Frantz Fanon. Et son livre, Peau noire, masque blanc, allait devenir l'une des œuvres les plus explosives de l'histoire moderne. Pas seulement un livre, une bombe psychologique, une autopsie du colonialisme, une plongée dans l'esprit des peuples noirs colonisés. Et aujourd'hui, Maison Bantu vous emmène dans un documentaire émotionnel, philosophique et bouleversant sur un livre qui pourrait changer votre manière de voir le monde. Le colonialisme ne vole pas seulement les terres, les richesses, les ressources. Il vole quelque chose de plus profond, l'image que les peuples ont d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce que Frantz Fanon comprend très tôt. Né en Martinique, il grandit dans un monde étrange, un monde où, plus vous êtes proche des Européens, plus vous êtes considéré comme civilisé. Et très jeune, Fanon découvre une vérité douloureuse. Certains Noirs commencent à avoir honte d'être noirs. Mais un événement va faire exploser toute sa vision du monde durant sa jeunesse. Fanon part en France, et là, le masque tombe. En Martinique, il pensait être français. Mais en France, il devient simplement noir. Pas un homme, pas un citoyen, un noir. Et cette scène devient centrale dans le livre. Un enfant blanc le regarde, puis dit « Regarde maman ». Un noir. Cette phrase paraît simple, mais pour Fanon, elle agit comme une décharge électrique. Soudain, il comprend que le regard colonial transforme l'être humain en objet. Et ce regard va devenir la prison mentale de millions de personnes. Pourquoi le livre s'appelle-t-il « Peau noire, masque blanc » ? Parce que Fanon explique une idée terrifiante, beaucoup de colonisés finissent par porter un masque blanc. Pas physiquement, psychologiquement, ils parlent comme les colonisateurs, pensent comme eux, rêvent comme eux, jugent leur propre peuple avec les critères occidentaux. Et parfois, ils finissent même par rejeter leur propre identité. Fanon observe cela partout, dans le langage, dans l'éducation, dans les relations amoureuses, dans les médias, dans les élites colonisées. Mais le chapitre le plus explosif du livre concerne l'amour. Fanon ose parler d'un sujet tabou, le désir. Il explique comment le colonialisme pénètre jusque dans les relations intimes. Certains colonisés pensent inconsciemment « être aimé par un blanc me rapproche de la valeur ». Et inversement, certaines relations sont marquées par la domination, les complexes, la recherche de validation. Ce chapitre choque énormément à l'époque, parce que Fanon ne critique pas seulement le système colonial, il montre comment ce système entre dans la tête des gens, dans leur cœur, dans leur intimité. Mais plus Fanon analyse le colonialisme, plus il découvre une vérité encore plus sombre. Le colonisé finit parfois par croire qu'il est inférieur, que sa culture est inférieure, que sa langue est inférieure, que ses cheveux sont mauvais, que sa peau est un problème. Et ici, Maison Bantu veut ralentir quelques secondes, parce que ce sujet reste incroyablement actuel. Combien de personnes aujourd'hui éclaircissent leur peau, cachent leurs cheveux naturels, méprisent les langues africaines, valorisent automatiquement tout ce qui vient d'Europe? Fanon explique que ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un système historique. Mais alors, comment libérer un peuple qui doute de lui-même? Pour Fanon, la langue est un outil de pouvoir. Quand un colonisé parle parfaitement la langue du colonisateur, on lui donne parfois plus de valeur. Et cela crée une hiérarchie invisible. Plus vous êtes éloigné de vos racines, plus vous êtes récompensé. C'est une violence psychologique immense, car progressivement, le colonisé peut commencer à mépriser son accent, sa culture, son peuple. Et Fanon comprend alors quelque chose de terrible. Le colonialisme peut continuer, même après la fin officielle de la colonisation. Même après les indépendances, les mentalités coloniales peuvent survivre. Dans les institutions, les médias, les standards de beauté, les systèmes éducatifs, les imaginaires collectifs. Et Fanon devient visionnaire. Des décennies avant Internet, il comprend déjà le pouvoir de la représentation. Il comprend que si un peuple ne contrôle pas ses récits, ses images, sa culture, alors il reste dépendant psychologiquement. Mais le plus bouleversant, c'est que Fanon lui-même souffrait profondément de cette réalité. Frantz Fanon n'écrit pas comme un universitaire froid. Il écrit avec douleur, avec rage, avec lucidité. Parce qu'il vit lui-même cette fracture intérieure, il voit le racisme, les humiliations, les contradictions. Et il refuse le mensonge. Il refuse les faux discours sur une prétendue mission civilisatrice. Pour lui, le colonialisme détruit l'âme humaine, autant celle du colonisé que celle du colonisateur. Mais alors, comment se reconstruire après des siècles de domination? Fanon ne veut pas enfermer les Noirs dans la victimisation. Au contraire, il appelle à une renaissance. Mais une renaissance consciente, pas une imitation de l'Europe, pas un rejet aveugle de tout, une reconstruction libre. Il écrit quelque chose de fondamental, l'homme noir doit redevenir sujet de son histoire, pas simple consommateur du récit des autres. Et c'est ici que ce livre devient aussi un message pour l'Afrique moderne. Aujourd'hui encore,
Beaucoup de pays africains vivent les conséquences psychologiques du colonialisme. Parfois, les élites consomment au étranger, les langues locales reculent, les standards occidentaux dominent, les modèles économiques restent importés. Et Fanon nous pose une question dérangeante. Peut-on être réellement libre sans souveraineté culturelle et mentale? Cette question touche l'éducation, les médias, la mode, le cinéma, la technologie, l'économie. Mais attention, Fanon ne prêche pas la haine. Beaucoup caricaturent de Fanon. Mais son objectif n'est pas la vengeance, la haine raciale, la division. Son objectif est la guérison, une guérison psychologique. Il veut que les peuples colonisés retrouvent leur dignité, leur confiance, leur capacité à créer. Et il veut aussi libérer les colonisateurs de leurs propres illusions de supériorité. Mais pourquoi ce livre dérange-t-il encore autant aujourd'hui? Parce que ce livre pousse à réfléchir. Il oblige à poser des questions inconfortables. Qui définit la beauté? Qui définit l'intelligence? Qui contrôle les récits? Pourquoi certaines cultures dominent-elles l'imaginaire mondial? Et surtout, pourquoi certains peuples doutent-ils encore d'eux-mêmes malgré leur richesse historique? Fanon force le lecteur à regarder la réalité en face. Et peut-être que le combat le plus difficile n'est pas économique, mais mental. Aujourd'hui, les masques blancs existent encore, mais sous d'autres formes. Parfois, à travers les réseaux sociaux, les standards de luxe, les modèles culturels importés, l'obsession de validation extérieure. Et Fanon semble nous parler directement depuis le passé, comme un avertissement. Mais alors, comment retirer enfin le masque? Retirer le masque, ce n'est pas rejeter les autres cultures, c'est retrouver l'équilibre, connaître son histoire, ses racines, ses langues, ses héros, ses philosophies, créer ses propres récits, produire ses propres images, développer ses propres modèles et surtout, cesser de croire que la valeur vient toujours d'ailleurs. Car un peuple qui ne contrôle pas son imaginaire finit toujours par vivre dans celui des autres. Peau noire, masque blanc n'est pas un simple livre, c'est un miroir, un cri, une thérapie collective, une œuvre qui nous oblige à réfléchir sur l'identité, la dignité, la mémoire, la liberté mentale, et peut-être que la plus grande force de Fanon, c'est d'avoir compris que la vraie décolonisation commence dans l'esprit. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu, parce que raconter notre histoire, c'est déjà reprendre le pouvoir. L'Afrique n'a pas seulement besoin d'infrastructures, elle a aussi besoin de mémoire, de conscience et de récits.